Bienvenue dans le 12e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons l'interview de Véronique Dazen, spécialiste d'archéologie classique, mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. Le mercredi 13 avril à 19h se déroulera la visioconférence intitulée Jeux vidéo et neurosciences, organisée par l'Union des Savoirs. La conférencière, Célia Audin, docteur en psychologie et spécialiste de l'expérience utilisateur, ou UX, abordera les questions liées à la façon dont les connaissances en sciences cognitives et en ergonomie contribuent à améliorer l'expérience de jeu. Quels éléments expliquent le succès d'un jeu, ou comment adopter une approche UX pour n'importe quel autre produit, application ou service. Son intervention s'appuiera par ailleurs sur son expérience lors du développement du jeu Fortnite, succès mondial auquel elle a participé. La 10e édition de Replaying Japan, conférence internationale dédiée à la culture vidéoludique japonaise, se déroulera du 25 au 28 août prochain. Cet événement, organisé au format hybride depuis Osaka au Japon, aura cette année pour thème Games for Learning et fera intervenir des chercheurs et des chercheuses du monde entier. Les propositions peuvent être envoyées jusqu'au 15 avril. Donjons et Labos est une initiative d'Audrey de Binguez, d'Hélène Gaudin et de Marielle de Vlaminck de l'Université de Grenoble-Alpes. L'objectif du programme est de fédérer une communauté de chercheurs et de chercheuses autour de l'actualité de la recherche sur le jeu de rôle. Après la tenue des 2 premières sessions, en mars et en avril, le 3e et ultime rendez-vous du printemps se déroulera le vendredi 6 mai à 20h. Alexandre Declos, docteur en philosophie à l'Université d'Ottawa, interviendra sur le jeu de rôle comme machine à fiction, analyse philosophique de Dark Hérésie, et Guillaume Co, directeur en études théâtrales à l'Université Paris 8, interrogera la fiction et la règle, le jeu de rôle comme variante du droit et de la littérature. Ensuite, c'est le 26 avril que se tiendra la 3e session du séminaire Jeux et société, dédié à la ludocritique et organisé par Juliette Viandury, professeure de littérature comparée à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Cette séance sera dédiée à la pensée de Batson et aux théories de l'école de Palo Alto sur le jeu. Le numéro 17 de Sciences du jeu est paru. Ce dossier thématique, dirigé par Loïs Bila, David Javet, Selim Kirshan, Isaac Pant et Yannick Rochat, regroupe une demi-douzaine d'articles destinés à explorer les langages impliqués dans l'activité vidéoludique. Les différentes stratifications discursives déterminant l'expérience du joueur ou de la joueuse ont été l'objectif d'une attention particulière au cœur de cet ouvrage. Signalons enfin la parution d'un essai issu de la thèse posthume de Benjamin Lavigne intitulé « Le petit surhomme des jeux vidéo et la gamification du monde, éthique de la manipulation par l'interactivité ludique ». Le chercheur a en effet travaillé sur les effets du virtuel, des réseaux, de l'image numérique et du jeu vidéo dans les interrelations humaines, et ce sous le prisme de la philosophie de Nietzsche, notamment à travers le concept de surhomme vidéoludique. L'objectif de l'ouvrage est de dresser une critique singulière, rigoureuse et engagée des fondements technologiques de la société contemporaine. Véronique Dazen est professeure d'archéologie classique et d'histoire ancienne à l'Université de Fribourg en Suisse. Spécialisée dans l'histoire du corps, de la culture ludique et en études sur le genre, la chercheuse dirige le projet ERC Locus Studi, portant sur l'histoire de l'apprentissage et des jeux dans l'Antiquité. Dans cette interview, elle évoque ses derniers travaux et l'actualité scientifique de son programme de recherche. Bonjour Véronique Dazen. Bonjour. Bienvenue sur Ludocorpus et dans notre émission d'entrée de jeu qui s'est aujourd'hui déplacée dans Paris. Alors, pour commencer, une question classique, pouvez-vous vous présenter ?
Alors en 2 mots, je suis professeure d'archéologie classique à l'Université de Fribourg et depuis de très nombreuses années, je m'intéresse à d'autres facettes de l'Antiquité, c'est-à-dire à l'histoire du corps, à l'histoire de l'enfant, à l'histoire de la magie, de la médecine et donc aussi à d'autres acteurs de l'Antiquité comme les enfants, les femmes. Et c'est donc tout naturellement que je me suis intéressée à l'histoire du jeu. Alors, vous dirigez aussi l'ERC Locus Ludi, donc le programme européen. Pouvez-vous nous parler, nous décrire quel est ce programme, ses origines peut-être et ses axes d'action et de recherche? Alors, ce projet, il est né en fait d'une succession d'expositions. Une exposition que j'avais montée en 2014 au musée Romain de Nyon, mais aussi au musée suisse du jeu, au musée de Vallon, qui entendait déjà explorer les différentes facettes du jeu dans le cycle de la vie. Et ça m'a permis de découvrir qu'on ne savait presque rien, en fait. Bien sûr, il y avait des objets qu'on pouvait montrer, mais si on voulait dépasser le discours qu'on tient d'habitude, si on voulait aller plus loin, avoir une vision d'ensemble, globale, il fallait un vrai projet de recherche. Donc ce projet ERC, il entend combler vraiment une lacune de nos connaissances, avec une ambition qu'on n'a jamais pu avoir, c'est-à-dire avoir une approche pluridisciplinaire, en convoquant la philologie, la littérature, l'archéologie, l'iconographie, parce qu'étudier qu'une seule de ces sources est trompeur. Je donne un petit exemple. Vous connaissez sans doute les images d'Achille et Ajax qui jouent au jeu de Pentagrammae. On les voit partout et on a l'impression que seuls les hommes jouent. Ça, c'est les images et les textes, quelques textes. En fait, si on va regarder l'archéologie, on se rend compte que les femmes jouent. Elles ont du matériel de jeu dans leur tombe. Mais on n'en parle pas, on ne les montre pas. Donc il faut vraiment croiser les regards pour accéder à ce qui me semblait absolument essentiel, c'est comprendre une société en activité au travers de cette activité très particulière qui est le jeu. Donc un jeu qui est envisagé à la fois comme un opérateur et un révélateur d'une société. Et je dois dire que ça fonctionne très bien, parce que c'est un vrai outil, une vraie porte d'entrée hein, vers l'Antiquité, d'une manière qu'on n'avait pas vraiment utilisée, et surtout en convoquant des sources qu'on avait peu utilisées. Et donc ce programme Locus Ludique, quels sont ses axes de recherche, ses actions principales? Vous avez une version, une plateforme numérique, j'ai vu. Comment vous travaillez finalement? Oui, alors on travaille en équipe. J'ai eu les moyens de monter une grosse équipe avec des spécialistes de chaque domaine. En fait, chacun amène ses compétences, compétences linguistiques, philologiques, compétences archéologiques. Et c'est à la fois un travail pour chacun sur son terrain, donc par exemple pour Marco Vespa, faire une anthologie de textes sur l'Antiquité, mais aussi des études ponctuelles sur des textes problématiques, où Salvatore Costanza nous a livré l'édition de Pollux, des jeux chez Pollux, mais tout récemment, Alessandro Pace a fini son mapping de Pompéi, il vient de soutenir sa thèse d'habilitation sur l'Udite Pompeiani, qu'est-ce qu'on a comme trace de jeu à Pompéi, etc. Et donc, moi-même, je m'occupe plutôt d'iconographie, mais pas seulement de la dimension métaphorique du jeu, hein, dans les images. Et donc, c'est à la fois chacun dans son domaine, mais en même temps, on a des rencontres très régulières qui nous permettent d'échanger, de croiser nos regards, et surtout, on est chacun à disposition des autres pour répondre aux questions. Je peux tomber sur un texte que je ne comprends pas, et je sais à qui poser la question. Donc on travaille de cette façon-là, de manière pluridisciplinaire, de manière en équipe, sachant que chacun a eu un contrat plus ou moins long. Je suis le fil rouge, mais mes collaborateurs sont restés normalement 2 ans, voire 3 ans sur place à Fribourg. Mais les contacts sont toujours là et on est reliés par un webinaire qui a lieu chaque semaine, auquel on participe. Tout le monde participe s'il a envie, s'il en a le temps, avec beaucoup de flexibilité. Et on poursuit notre travail par le biais d'éditions, de publications, qui vont se continuer jusqu'à la fin du projet, qui est désormais 2023. J'ai obtenu une extension d'une année à cause évidemment de la pandémie qui nous a freinés dans ce travail de publication des résultats. Alors, en parlant de pandémie, justement, et vous avez parlé de votre webinaire qui a pris une autre dimension. Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques et justement dans vos séminaires?
Ce que ça a beaucoup changé, c'est de rendre accessibles nos travaux, nos réflexions à une communauté scientifique très large et sans se soucier des distances. Donc on a des gens qui sont aux États-Unis, en Pologne, en Grèce, en Israël, en Angleterre. J'ai choisi un créneau horaire qui convient plus ou moins à chacun, entre 5 heures et 6h30. C'est 1h30 comme format, pas trop long non plus. Et donc ce souci de la flexibilité, c'est en fonction des demandes, des propositions, et au tout départ, c'est parti de notre besoin de continuer d'échanger, évidemment, et très vite se sont greffées des personnes qui avaient envie d'en savoir plus. Et actuellement, j'ai des retours qui sont très touchants de personnes qui me disent que quand je l'ai lancé en mars 2020, eh bien, je venais remplir un vide parce que tout s'était fermé. Et c'était un lieu où on continuait régulièrement d'échanger. Donc au début, on a eu 50, 60 personnes qui ont écouté le webinaire. Maintenant, on est moins nombreux, mais c'est un vrai séminaire de travail aussi, et qui reste ouvert, et qui a réussi à fédérer, on peut dire, vraiment une communauté scientifique autour d'un thème. Et c'était un des objectifs du projet, c'était de la créer, cette communauté scientifique, parce qu'au départ du projet, il y avait peut-être 4, 5 spécialistes au monde. Et maintenant, on est très nombreux. Si vous allez sur notre site, vous verrez toutes les personnes qui collaborent. On a des fidèles qui, qui reviennent et qui non seulement se sont pris au jeu, mais qui, je crois, commencent à toucher des éléments clés de compréhension, comme dans le dernier colloque qu'on a eu sur le hasard, pour éliminer cette expression jeu de hasard et le remplacer par jeu de chance, par exemple. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Institut national d'histoire de l'art, où vous venez de dispenser un colloque, une conférence. Quel était le thème de la conférence, sa problématique, et dans quel cadre avez-vous dispensé cet événement? C'était une conférence, je crois, tout à fait représentative. Elle était sur les poupées avec des guillemets antiques, entre jeu et rite. Et je le donnais avec une collègue de Belgique, Annie Forban, qui est conservatrice honoraire du musée de Marimont. Alors c'est typique puisque c'est une relation qui s'est créée entre collègues, et c'est vraiment dans cet esprit d'équipe aussi qu'on l'a donnée. Et je donnais cette conférence donc invitée par l'EHESS comme professeur invité. Ça se déroule sur un mois et c'est la 3e fois que je donne ces conférences qui sont vraiment une façon de disséminer à un public plus large, mais de scientifiques, aussi de spécialistes, les résultats du projet. Et ça permet de confronter les idées, voire d'aller plus loin dans nos idées. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait montrer, c'était que le terme de jouet n'était pas approprié. D'abord, il n'existe pas dans l'Antiquité. Il existe un terme qui s'applique pas mal à ces figurines. C'est le terme de haturma, qui désigne tout ce qui est beau, qui fait plaisir, joli à voir, séduisant, d'une séduction qui peut même être dangereuse. Et ça peut être un coquillage, un bijou ou un objet comme cette fameuse poupée, c'est-à-dire une figurine anthropomorphe, articulée, qui intervient dans des rites de mariage. Donc on est dans cette contiguïté entre jeu ou rite et un objet qui n'est pas manipulé, disons, je dirais, dans un milieu privé, de manière anodine. Voilà, c'est un objet qui a un pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est articulé, à notre avis, parce qu'il a des petites jambes qui bougent, des bras qui bougent, et qui projettent une image de la jeune fille qui va se marier, une image active aussi, de la fille qui va se marier. Et c'est ça, donc aujourd'hui on a présenté de nouveaux documents, parce qu'on arrive à un stade du projet où vraiment de nouveaux documents ont émergé. Et par exemple, on avait là 3 représentations sur les vases apuliens de poupées, une image impossible, qu'on croyait impossible. Et en fait, on les a trouvées. Alors c'est le 3e parcours ludique que vous continuez depuis 2020. On peut revenir un petit instant sur l'origine de ce cycle et puis jusqu'où va-t-il aller, comment ça se déploie, et peut-être aussi un événement prochain au mois de mai qui continue. Oui, alors le cycle a démarré des relations que j'ai depuis très longtemps avec le HESS. Je suis membre du centre Anima, donc avec une perspective anthropologique qui entend comprendre l'Antiquité avec ces lunettes-là. Et c'est l'école à laquelle j'appartiens. Donc c'est tout naturellement que cette invitation est venue. Et comment est-ce que ça va se poursuivre? Eh bien, oui, je reviens en mai et à Fribourg, nous aurons un colloque sur les poupées romaines, les 22-24 juin,
qui va réunir à nouveau des spécialistes de différentes sortes, conservateurs de musées, archéologues et autres. Et aussi, par exemple, Christophe Picot, qui est un artisan, qui nous a refait des copies à l'identique de ces poupées romaines, parce qu'on aimerait travailler à comprendre leur ergonomie, à aussi faire ce qu'on appelle la tracéologie, c'est-à-dire voir s'il y a des traces d'utilisation, ce qui nous permettrait de conclure que oui, elles ont été manipulées, non, c'est un objet qui ne sert que dans un contexte votif et qu'on remise autrement, qui est précieux. Alors voilà, pour ce qui est pour les prochaines perspectives. Donc c'était aussi une façon d'annoncer ce colloque à venir et d'inviter ceux qui le souhaitent à l'écouter, puisqu'on va le faire bien sûr en hybride. On va continuer l'hybride comme on l'a fait jusqu'à présent. Une dernière question sur d'autres actualités scientifiques, peut-être publications événementielles dont vous voudriez nous faire part pour 2022? Beaucoup de publications, là, beaucoup de publications en route. C'est pour ça que j'ai tenu aussi cette extension jusqu'en 2023. On a été freiné quand même. Chaque contributeur a été freiné, donc ça fait un peu un effet domino. Il y a une ambition aussi, c'est de réaliser un jeu vidéo. Et actuellement, ont été réalisées déjà trois reconstitutions d'animation de jeux à partir de fraises, de peintures murales, de vases antiques, mais aussi 4 jeux antiques, le jeu de Sainte-Line, Aléa et autres, que vous pouvez découvrir sur notre site. Ils ont été faits en collaboration avec Vienne et une équipe, une maison qui réalise des jeux vidéo, Troll Company, qui est à Würzburg. Et donc aujourd'hui, on a finalisé un jeu d'osselets. On peut désormais jouer, je vous enverrai le lien, on peut désormais jouer aux osselets en ligne et tirer l'oracle des osselets, parce qu'on retrouve cette contiguïté entre jeu, rite, divination, oracle, qui est permanente en fait. Le jeu n'est jamais anodin. Alors ça, c'est notre toute dernière actualité, et puis évidemment plusieurs publications en route. Un volume qui va s'appeler Toys, un numéro de Palace qui va sortir en septembre, qui est consacré, qui va s'appeler Code neuf sur la culture ludique, donc toutes ces nouveautés, comme ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais par exemple un de mes collaborateurs, Thomas Dagneau, a découvert un dé de tricheurs qui était fourré de mercure, rempli de mercure, enfin des choses magnifiques qui ont émergé, qu'on va présenter dans Palace. Et on monte aussi un numéro de Clio qui s'appelle Joueuse, pour démonter cette idée reçue que les femmes ne jouent pas, ne trichent pas, pas du tout. Et on va le faire dans la diachronie. C'est aussi une ambition qui me tenait à cœur, c'est de ne pas parler de l'Antiquité de manière isolée, mais toujours de l'envisager dans une durée pour comprendre les différences aussi. C'est qu'en comparant qu'on va comprendre les différences, les spécificités. Et le numéro de Joueuse va partir de l'Antiquité mésopotamienne et terminer avec les jeux vidéo. Écoutez, merci beaucoup Véronique Dazen pour cette interview. À très bientôt sur le DocCorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le DocCorpus.